Les acides gras oméga 3 pour la mémoire, est-ce que ça marche vraiment? C'est la question que nous avons posée à Mélanie Plourde, une experte renommée dans les domaines de la nutrition, du vieillissement et de la santé cognitive. Mélanie Plourde est professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Ses travaux de recherche visent à prévenir le déclin cognitif en approfondissant notre compréhension des interactions entre les facteurs génétiques et l'alimentation dans le processus du vieillissement. Elle s'intéresse plus spécifiquement au métabolisme des acides gras oméga 3 et elle nous informera sur ses recherches en cours, notamment sur les mécanismes permettant aux acides gras oméga 3 de passer du sang au cerveau. La professeure Plourde a reçu la première chaire de recherche institutionnelle sur le métabolisme des lipides dans le processus du vieillissement attribuée par l'Université de Sherbrooke. Son expertise dans l'analyse des acides gras a également été reconnue par l'International Life Science Institute North America et elle a été récipiendaire du prix Jeune chercheur pour ses recherches exceptionnelles décernées par la Société canadienne de nutrition. Je lui cède donc la parole. Bonne conférence. Merci Benoît, c'est très gentil pour l'introduction. Alors aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour vous parler des oméga 3 et de la mémoire, principalement dans un contexte de vieillissement et de vous exposer les arguments pour ou contre de savoir est-ce que ça marche pour vrai. Je sais que c'est quand même un grand débat dans la société, mais surtout aussi au niveau des personnes qui ont un déclin cognitif. Donc, c'est bon, je regardais juste voir si ça s'adressait pas à moi. Donc, évidemment, comme Benoît le mentionnait, moi, je travaille principalement au niveau du vieillissement de la population. Donc, notre cerveau va subir plusieurs transformations au cours du vieillissement. Donc, entre l'âge de 20 à 100 ans, notre cerveau va perdre environ 34 peut-être que je devrais mettre ça comme ça va être mieux pour vous. Donc, va perdre 20 de son poids total, 36 de matière sèche, 14 de protéines. Mais j'attire votre attention ici sur le fait que le cerveau va perdre une grande quantité de lipides, principalement des phospholipides qui sont impliqués, qui sont des constituants de nos cellules, donc dans notre corps, partout dans notre corps, mais principalement dans notre cerveau. Donc, qui constituent la bicouche de phospholipides des membranes et du cholestérol. Donc, une grande partie de la perte de matière va être en partie liée à la perte de lipides. Évidemment, peut-être que vous le savez pas, mais notre cerveau contient une très grande quantité de lipides. Donc, 60 de la matière de notre cerveau, c'est des lipides. C'est le deuxième tissu le plus riche en lipides après le tissu adipeux. Mais évidemment, le tissu adipeux est constitué principalement de triglycérides, donc qui vont former des micro-gouttelettes pour former notre tissu adipeux, tandis que le cerveau, les types de lipides qu'on a, c'est principalement des phospholipides et du cholestérol. Donc, entre l'âge de 20 à 100 ans, donc sans déclin cognitif, on a une perte de matière importante qui est due au processus du vieillissement. Ensuite, quand on parle d'un déclin cognitif, on va avoir des pertes additionnelles. Donc, vous voyez même juste ici, avec visuellement, on voit la perte de matière du cerveau, donc d'un cerveau Alzheimer. Donc, il va y avoir une perte additionnelle d'environ 30 du poids total. Les protéines ne seront pas tant affectées, le niveau de protéines, mais c'est principalement les phospholipides qui va y avoir une perte supplémentaire de phospholipides. Donc, à titre comparatif, on voit ici un cerveau normal âgé, là, donc c'est vraiment à titre indicatif, versus un cerveau Alzheimer, on voit très bien la perte de matière. Évidemment, cette perte de matière-là peut avoir des conséquences au niveau cognitif et fonctionnel. Alors, pourquoi les oméga 3, qu'est-ce que ça a à voir avec le cerveau? C'est parce que notre cerveau contient une grande quantité d'acides gras oméga 3, principalement l'acide docosahexaénoïque, qu'on appelle le DHA. Donc, ici, je vous mets un tableau qui montre à peu près combien de pourcentage de DHA qu'on a dans les différentes parties de notre corps. Donc, on voit que la rétine est très concentrée en DHA, donc 22 des acides gras de notre cerveau, c'est du DHA dans la rétine.
Tandis que au niveau, on en a environ 13 à 14 dans le sperme et le cortex cérébral. Le plasma et les érythrocytes contiennent une grande quantité quand même, 4 3 à 4 de DHA. Donc, évidemment, ce DHA-là va transiter dans notre sang pour se rendre à notre cerveau et devra traverser les différentes barrières pour atteindre le système nerveux central. Vous n'êtes pas sans savoir que les oméga 3, on n'est pas capable de les fabriquer. Donc, ils doivent provenir de notre alimentation, comme les oméga 6 d'ailleurs. Et ces acides gras-là doivent être consommés dans notre alimentation, transiter dans le plasma et, par exemple, être impactés dans les différents types de lipoprotéines et par la suite vont devoir traverser l'une des barrières, donc que je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc, entre autres, la barrière hémato-encéphalique, mais également, il y a la barrière sang liquide cérébrospinal qu'on doit traverser également. Donc, comment ça se produit? On voit très bien que les oméga 3, quand on les consomme via, par exemple, la consommation de poissons, on va consommer, entre autres, du DHA et d'autres types d'acides gras. Et il y a des études qui ont montré que ce DHA-là, bon, évidemment, doit transiter dans le sang, doit être impacté dans les différentes lipoprotéines, entre autres, parce que les gras, c'est pas soluble dans l'eau, donc doit être impacté pour devenir un peu liposoluble via les différentes protéines et les différentes composantes des lipoprotéines. Donc, le DHA va transiter dans le sang et ici, j'aime beaucoup ce graphique-là qui a été publié par Wittgren en 1997 où on montre la concentration de DHA ou d'oméga 3 dans le sang, donc dans le plasma, les phospholipides du plasma. Donc, on voit ici en concentration en Y, en microgrammes par millilitre, versus la consommation. Donc, ici, on a 1 gramme par jour, 2 grammes par jour, 3 grammes par jour. Et on voit très bien sur ce graphique-là qu'entre 0 et 1 gramme, il y a une augmentation très importante des oméga 3 dans le plasma, dans les phospholipides du plasma, et qu'après, ça continue à augmenter, mais on tend plus vers un plateau. Par exemple, on voit ici le DHA. Donc, après 1 gramme, même si on augmente à 2 grammes, on n'a pas une très grande augmentation du DHA dans le plasma, passé la dose de 1 gramme. Et ensuite, lorsque ces oméga 3-là vont transiter dans le plasma, ils vont pouvoir effectuer différentes fonctions. Donc, entre autres, va être incorporé dans les membranes des tissus, va participer à la régulation de gènes. Le DHA est impliqué, entre autres, dans la neurotransmission, dans le métabolisme énergétique, et c'est des précurseurs de composés anti-inflammatoires, mais sont également impliqués dans la résolution de l'inflammation, qui est un concept qui veut, dans le fond, stopper la progression de l'inflammation un coup qu'elle a été initiée. Donc, ce processus-là, on pense que c'est un processus qui est quand même pas très complexe, que ça y va de soi, mais la mécanique derrière tout ça est un petit peu plus compliquée que ce schéma qui est un petit peu simplifié que je vous présente aujourd'hui. Donc, on a différents types d'interventions pour regarder si les oméga 3, comme on en a beaucoup dans notre cerveau, sont associés à une meilleure cognition. Parce qu'on sait que le DHA est impliqué dans la neurotransmission. Donc, on suppose qu'il va y avoir un lien à ce moment-là au niveau de la consommation du DHA ou les plus grandes concentrations de DHA et une meilleure neurotransmission, donc potentiellement des meilleures fonctions cognitives. Donc, on a des études observationnelles qui sont centrées sur la modification d'un seul facteur des habitudes de vie. Par exemple, la consommation de poissons gras. Il y a aussi des études randomisées contrôlées étudiant une intervention spécifique, comme par exemple une supplémentation en oméga 3. Donc ça, on va en parler un petit peu plus intensément. Et il y a des études randomisées avec des interventions multidomaines. Donc, je ne vais pas aborder ce domaine-là aujourd'hui parce qu'on n'aura pas vraiment le temps.
Donc, j'aimerais vous présenter quelques données observationnelles sur la consommation des oméga-3 en lien avec la cognition. Donc, on a les études épidémiologiques prospectives. Donc, juste pour être certain qu'on est tous sur la même page, ces études-là regardent la consommation d'un aliment ou d'une population et le nombre de personnes qui vont développer un déclin cognitif au cours d'un suivi prospectif. Donc, la première étude qui a étudié le lien entre la consommation des oméga-3 et la mémoire a été publiée il y a plus de 25 ans. C'était l'étude de Calzumidze. Il évaluait, dans le fond, ce lien-là chez 5386 participants âgés de 55 ans et plus, et il y avait un suivi de 2,1, une année. Et ce qu'ils ont montré, c'est que consommer du poisson était inversement associé à l'incidence de développer une démence. Donc, cette étude-là a été publiée en 97. En 2018, il y a une très belle étude qui a été publiée, qui est l'étude de Van der Lee. Cette étude-là, en fait, est très intéressante parce qu'elle utilise différentes cohortes à travers le monde. Donc, c'est pas spécifique à une certaine population, à un certain moment dans une vie. Donc, ce qu'ils ont fait, Van der Lee, c'est qu'ils ont pris ces cohortes-là, ils ont regardé les métabolites. Donc, dans chacune des cohortes, il y avait différents types de métabolites, différents types de marqueurs sanguins qui avaient été analysés. Et ils ont pris 11 cohortes à travers le monde. Donc, ils avaient 299 métabolites différents d'étudier et des scores de cognition globale dans chacune des cohortes. Et par exemple, pour la cognition globale, ils ont utilisé 2 cohortes de découverte qui appellent, 4 cohortes indépendantes pour la réplication des données. Et après, ils ont mergé aussi les données pour voir si ça donnait un effet intéressant. Donc, 299 métabolites qui ont été dosés dans le sang, donc c'est un peu aléatoire et exploratoire. Mais ce qui est très intéressant de voir ici, c'est que parmi ces 299 métabolites-là, le DHA qu'on retrouve ici, donc l'oméga-3, était associé avec des meilleurs scores cognitifs, autant dans les cohortes de découverte que des cohortes de réplication et la superposition là, de toutes ces données-là ensemble. On voit aussi qu'il y a d'autres marqueurs, entre autres liés au HDL, qui étaient liés avec des meilleurs scores cognitifs dans ce cas-là. Dans cette étude-là aussi, ils ont regardé les métabolites en lien avec le risque de développer les démences ou la maladie d'Alzheimer spécifiquement, donc AD pour Alzheimer's disease. Ici, dans ce cas-là, il y avait 25 000 personnes environ d'impliquées provenant de 8 cohortes. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré que si on était à droite, on avait des meilleurs scores cognitifs, mais là, ici, on étudie le risque d'avoir la démence. Donc, si on a une diminution du risque, les petites barres vont être du côté gauche de la ligne centrale. Donc, je vous explique. Ici, on a la ligne centrale à 1 qui est le odd ratio, c'est qu'on n'a pas c'est le standard en tant que tel. Et on voit très bien ici que des niveaux plus élevés de DHA dans le plasma de ces personnes-là étaient associés à une diminution du risque de toutes les causes de démence ou de la maladie d'Alzheimer. On voit qu'il y a aussi encore les HDL ici, certaines subtractions des HDL, mais que les autres paramètres, on voit qu'ils croisent toute la ligne du 1, donc ne sont pas significatifs, à part, par exemple, ici, la glutamine et l'ornithine, qui, eux, vont augmenter le risque de développer la démence. Donc, ici, on avait quand même des bonnes évidences pour dire, ben, si on a plus d'oméga-3 dans le sang, on a à la fois des meilleurs scores cognitifs et à la fois la diminution du risque d'avoir un déclin cognitif. Alors, et on sait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, que la concentration des oméga-3 dans le sang dépend aussi de la quantité de poissons ou de produits marins qu'on va consommer, entre autres. Donc, on se dit, ben, à ce moment-là, il faut juste comme consommer du poisson ou des suppléments d'oméga 3 et on devrait avoir les bénéfices.
Et pour déterminer ça, si ces bénéfices-là existent vraiment, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait des études contrôlées, randomisées à double insu. Ah, pardon, j'avais oublié de vous parler de celui-là. Parce que évidemment, avec la consommation de poissons, on se dit souvent qu'il va y avoir des niveaux élevés de métaux lourds comme du mercure. Donc, ça, c'est un papier de Martha Claire Morris qui a étudié, dans le fond, 286 cerveaux humains autopsiés. Ce qu'ils ont dans cette cohorte-là, c'est le Brain Bank à Chicago. Ils ont des questionnaires alimentaires qui ont été effectués avant le décès des personnes et ça leur permet de savoir combien de fruits de mer les personnes consommaient avant leur décès. Et par la suite, lorsque ces personnes sont décédées, ils ont pu faire l'autopsie et des cerveaux. Donc, l'âge moyen de la cohorte ici était de 90 ans. Donc, c'est un papier qui a été publié là, dans JAMA. C'est quand même un papier pas mal intéressant. Et ce qu'ils voulaient voir, en fait, c'est est-ce que le mercure qu'on retrouverait dans le cerveau pourrait être plus néfaste que la consommation du poisson en tant que tel. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les niveaux de mercure dans le cerveau étaient corrélés avec la consommation de fruits de mer par semaine. Donc, comme il y avait les questionnaires. Par contre, consommer plus de un repas par semaine de fruits de mer corrélait avec moins de signes pathologiques de la maladie d'Alzheimer dans le cerveau chez les porteurs de la POE4 seulement. Et ça, c'est très important parce que les porteurs de la POE4, normalement, sont moins protégés par la consommation des oméga-3 dans les études épidémiologiques et dans les études contrôlées randomisées à double insu, c'est pas tellement clair encore. On n'a pas assez de données pour avoir un consensus sur ce domaine-là. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que de plus grandes concentrations de mercure dans le cerveau ne corrélaient pas avec un fort niveau de neuropathologie. Ce qui nous dit, nous, au niveau scientifique, c'est que même si la consommation des oméga-3 contient par exemple, le poisson contient des métaux lourds, les bénéfices sur la santé et le cerveau sont au-delà de l'accumulation du mercure dans le cerveau de ces patients-là. Et on ne parle pas ici là, de 2-3 cerveaux de patients, là, on parle quand même de 286 cerveaux. Donc, c'est quand même une étude assez forte pour soutenir que malgré la présence de ces métaux lourds, puis on peut aussi favoriser là, de la consommation de poissons avec moins de métaux lourds. Mais dans ce sens, c'est que même si on a les métaux lourds, le bénéfice au niveau cognitif et au niveau de la neuropathologie sont supérieurs que l'accumulation de ces métaux lourds en tant que tels. Alors là, je passe justement au niveau des études contrôlées randomisées. Donc, si ces bénéfices-là sont là, donc pourquoi est-ce que les études contrôlées randomisées à double insu soutiennent ce lien-là? Et c'est là un peu que ça devient un peu problématique, si je dirais. Je vais vous montrer les données qu'on a recueillies récemment. On a publié un article cette année sur le sujet. Donc, je suis certaine que si je vous demandais combien d'études contrôlées randomisées vous pensez qu'il y a sur le lien entre la consommation des suppléments d'oméga-3 et la cognition, j'ai fait la question à plusieurs chercheurs avant de leur montrer notre article. La majorité me disait en 10 et 20 maximum. Et en fait, c'est pas du tout ça qu'on a trouvé. Nous, on a trouvé 79 études qu'on a inclus. On pensait jamais qu'il y en avait autant. De ces 79 études-là, ici, on exclut les enfants, les adolescents, là, donc c'est toutes des études chez l'adulte. 79 études qui comprend à la fois des adultes d'âge moyen, des adultes âgés sans déclin cognitif, des adultes avec du déclin cognitif et des adultes avec de la démence. Et ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que 43% de ces études-là montraient qu'il y avait un effet bénéfique, donc un bénéfice de prendre les oméga-3 sur la mémoire ou différents aspects de la mémoire ou de la cognition. 6 études, donc 8% des études montraient que de prendre les oméga-3 pouvait avoir un effet délétère, donc un moins bon score par rapport au placebo.
49% des études montraient qu'il n'y avait pas d'effet en tant que tel sur la cognition de prendre des oméga-3. Donc, ici, vous voyez le nombre de participants. Ça, c'est l'écart là, entre les différentes études. Donc, il y a des études qui pouvaient inclure 10 participants versus une étude qui avait plus de 12 000 participants. Je vous rappelle, c'est une étude contrôlée, randomisée à double insu. La dose d'oméga 3 pouvait être entre 79 mg jusqu'à plus de 5 grammes par jour. Et la durée de la consommation des suppléments pouvait varier de 1 mois à plus de 6 ans. Donc, vous voyez très bien que là, on n'a pas de comparatif. C'était quand même assez difficile d'arriver à une conclusion. Et ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est qu'on a divisé les études selon l'âge et ou le statut cognitif des participants. Et c'est ça que je vais vous présenter dans la prochaine diapo. Donc, ici, on voit qu'on a les études chez les âgés. Donc, ici, on a mis notre cutoff à 60 ans. Donc, entre 18 et 60 ans, les études qui avaient des participants, il y avait 24 études contrôlées randomisées à double insu. Et ici, les older adults, c'est les études de 60 ans et plus, des personnes de 60 ans et plus, sans déclin cognitif, ce qui était rapporté dans l'étude en tant que telle. Donc, ici, on avait 25 études contrôlées randomisées à double insu. Donc, si on prend premièrement les middle age, là, les adultes d'âge moyen, on voit que sur les 24 études, il y avait seulement 7 études qui ont montré un bénéfice de la prise des oméga-3. 3 ont montré qu'il y avait potentiellement des effets délétères et 14 avaient un effet neutre. Mais je vais attirer votre attention ici sur la dose. Donc ici, le 400 mg par jour, c'était la dose minimale d'oméga-3 jusqu'à plus de 5 grammes. Mais la durée, donc on était de 1 mois jusqu'à 12 mois. La durée moyenne de ces études-là était de 4 mois. Donc là, on est dans une population d'âge moyen avec des gens qui n'ont pas de déclin cognitif, qu'on leur donne un supplément d'environ 4 mois, puis on espère d'avoir un bénéfice cognitif. Donc, je veux juste que vous réfléchissiez à ça comme de quoi que peut-être que les designs expérimentaux pour ce type de population-là ne sont pas tellement appropriés. Ensuite, chez les personnes âgées, sans déclin cognitif, en fait, on voit qu'il y a 44% des études qui ont montré des effets positifs de prendre les oméga-3. Une par rapport au placebo, je tiens à le préciser. Donc, une étude qui a montré que c'était potentiellement négatif et 13 études, donc 52% qui ont montré que l'effet était potentiellement neutre. Et la dose ici était de 1,2, 1,3 grammes par jour. Et on voit la durée encore ici entre 4 semaines et 6,2 années. Donc, avec une moyenne d'environ 15 mois de supplémentation sur les 25 études. Donc, on parle ici encore d'une population qui n'a pas de déclin cognitif et on veut avoir un bénéfice. Alors, 4 semaines, ça serait peut-être un peu court pour avoir un effet au niveau du cerveau. Ensuite, on a travaillé avec un gériatre qui nous a conseillé sur comment séparer les groupes avec du déclin cognitif. Parce que la majorité des études qu'on avait dans le domaine, c'était des gens avec plaintes subjectives, donc qui n'ont pas vraiment de diagnostic, mais qui se plaignent, qui ont des pertes cognitives. Et les autres, les gens qui ont un déclin cognitif léger, qu'on appelle MCI, pour Mild Cognitive Impairment. Et ces gens-là, en fait, ont un diagnostic clinique fait par un professionnel de la santé. Et en fait, la progression et le risque de convertir vers une démence ou une maladie d'Alzheimer est plus élevé chez les groupes MCI que les groupes avec plainte subjective. Et le gériatre qui a travaillé avec nous, qui est Michael Stiefel à Sherbrooke, nous a fortement conseillé de ne pas mêler ces deux groupes-là parce que en fait, c'est pas des groupes qui sont comparables. Alors, on a suivi les conseils de Michael et on a séparé nos deux groupes. Donc, on a Mild Cognitive Impairment. Ça, c'était vraiment comme quand c'était identifié comme ça dans l'étude qui a été publiée. Donc, on avait 9 études.
Et ceux qui avaient des plaintes subjectives, on avait 14 études. Et ce qu'on voit, c'est que ceux qui avaient le déclin cognitif léger, 67 des études ont montré un bénéfice au niveau de la cognition avec la prise des oméga-3 par rapport au placebo et 33 avaient des effets neutres sur la cognition. On voit que la durée de supplémentation, donc la dose était d'1,6 g par jour et la durée de supplémentation variait de 4 mois à 3 ans avec une moyenne d'environ 1 an. Ceux qui avaient des plaintes subjectives, on voit que l'effet n'est pas aussi important que ce qu'on a vu pour ceux qui avaient un déclin cognitif léger. Donc, 43 des études ont montré que il y avait des bénéfices. 14 ont montré des effets négatifs sur la cognition et 43 encore sur des effets neutres. On voit encore ici la variabilité de la dose de 79 mg jusqu'à plus de 2 grammes et la durée moyenne était presque 18 mois, donc un an et demi. Finalement, on a regardé les études qui avaient des gens qui avaient de la démence et qui ont reçu un supplément d'oméga-3. Donc ici, c'est tous les types de démence et des déclins cognitifs. Donc, il y avait 7 études qu'on a trouvées. 57 des études qui ont été publiées rapportaient des bénéfices cognitifs chez les personnes avec la démence, tandis qu'il y avait 3 études qui étaient neutres. On a encore des doses similaires, malgré que la durée était un petit peu moins longue en moyenne chez cette population-là. Je tiens à rappeler ici là, que des personnes avec de la démence, là, à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment des médicaments pour traiter ces personnes-là, autant pour les symptômes que pour la progression des symptômes. Donc, 57 de bénéfices, 57 des études qui ont montré un bénéfice dans cette population-là, pour lesquelles on n'a pas vraiment de symptômes, je trouve que c'est un résultat qui est quand même très important. Surtout qu'il n'y a pas vraiment, à moins qu'il y ait des contre-indications avec la médication de la personne, mais il n'y a pas vraiment de contre-indication à consommer des oméga-3, soit sous forme de poisson ou soit sous forme de capsule. Alors, je trouve que c'est une stratégie qu'on pourrait utiliser quand même au niveau de la santé publique, puis au niveau des personnes atteintes de démence pour justement peut-être même alléger certains symptômes, soit cognitifs ou des symptômes davantage peut-être de comportement en tant que tel. Donc, en moyenne, pour toutes les catégories d'âge et de cognition, la dose était d'environ 1,5 g par jour d'oméga-3. La durée, c'était environ 11 mois. 11 mois, dans le fond, c'est pas très long parce que le temps pour renouveler les oméga-3 qu'on a dans les membranes de notre cerveau, c'est environ 2 ans. Donc, ça a été démontré là, il y a quand même quelques années. Donc, on est à la moitié, en fait, du temps qui est pour renouveler la totalité des oméga-3 qu'on a dans notre cerveau. Ceux qui ont un déclin cognitif, surtout le déclin cognitif léger, semblent en bénéficier davantage de la supplémentation en oméga-3. Et en tout, 90 des études ont montré des bénéfices ou un effet neutre sur la cognition. Donc, ça peut rapporter que le design expérimental peut jouer un grand rôle, surtout au niveau de ceux qui n'avaient pas de déclin cognitif, mais qu'à plus long terme, peut-être que justement, ça peut montrer des bénéfices comme on voit dans les études prospectives. Mais un point que je veux vraiment mettre l'emphase ici, c'est que la mémoire n'est jamais évaluée de la même façon dans les tests, ce qui est très, très difficile de comparer une étude à l'autre. Et à titre d'indication, je vous montre juste les différents tests qui ont été utilisés dans toutes les études que je viens de vous rapporter, les 79 études. Donc, je vais juste sauter ici. Vous voyez ici, je vous montre que on a la mémoire. Juste pour la mémoire, voici toute la série de tests différents qui ont été utilisés dans les études contrôlées randomisées. Les fonctions exécutives, les différents types de tests. Alors, on a des tests pour la cognition globale comme le MMSE, qui est plus un test pour faire soit des diagnostics ou pour nous donner une indication de la progression de la maladie chez une personne qui a déjà un déclin cognitif.
c'est pas un test qui est utilisé pour donner un score puis s'améliorer parce que une personne qui a pas de déclin cognitif, c'est un test qui se produit sur 30. Souvent, la personne va avoir 29-30, 29-30. Donc, c'est pas un test qui a une sensibilité au niveau de la recherche. Donc, je pense qu'ici, on a un très grand travail qu'on pourrait faire pour essayer de soumettre une batterie de tests qui est davantage, voyons comment est-ce que je pourrais dire, appropriée pour la population qui est à l'étude. Et je pense que ça améliorerait grandement les résultats des recherches contrôlées, randomisées à double insu. Un autre aspect sur lequel on travaille dans mon laboratoire, c'est qu'il faut revenir un peu à la base pour étudier le métabolisme des gras oméga 3 lors du vieillissement parce que la dose, la durée de supplémentation, on voit il y a différentes doses, différentes durées. Des fois, il y a plus de PA, des fois, il y a plus de DHA. Est-ce qu'il faut juste donner du DHA? Toutes ces questions-là, on sait pas à l'heure actuelle qu'est-ce qui est bon pour le cerveau. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un type de supplément qui est bon, meilleur pour le cerveau? C'est un peu ce qu'on essaie de faire, nous, donc définir si certains oméga-3 sont meilleurs pour le cerveau. Et pourquoi? Parce que justement, pour passer du sang au cerveau, on doit traverser différentes barrières. Et entre autres, différentes barrières qui, pour certaines formes de phospholipides, on a un transporteur spécifique. Donc, peut-être que sous forme d'oméga 3, sous forme d'huile de krill, par exemple, si on a des phospholipides oméga 3, peut-être que ça pourrait transférer plus facilement au cerveau et je vous explique un peu pourquoi. Donc, on voit ici, on a notre cerveau avec tous ces millions de vaisseaux sanguins qui vont irriguer notre cerveau. Et ici, on a ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique avec différentes ultrastructures. Et on a une protéine qui va transporter spécifiquement les oméga 3 qui sont sous forme de phospholipides du sang vers le cerveau. Et c'est pour ça qu'on pense que peut-être si les oméga 3 voyageaient davantage sous forme de phospholipides, il pourrait y avoir davantage de passage vers le cerveau. Voici un micro-vaisseau d'un cerveau de souris qu'on a isolé dans notre laboratoire grâce à l'aide de Frédéric Callon. Frédéric, je ne sais pas si tu es dans cette conférence, mais je voudrais te remercier de nous avoir appris ça. On va commencer à évaluer la composition en lipides de ces micro-vaisseaux-là chez la souris en fonction d'une supplémentation en oméga 3 de différentes, soit de forme triglycérides ou de forme phospholipides pour voir si ça peut changer de un, la composition du vaisseau et si ça peut changer les niveaux protéiques des transports des oméga 3, des transporteurs d'oméga 3 du sang vers le cerveau. Mais on a aussi une autre barrière qu'on oublie et que tout le monde semble vraiment oublier, c'est la barrière liquide cérébrospinal. Donc, le cerveau est baigné par le liquide cérébrospinal et on a 4 choroïdes plexus qu'on voit ici, donc 2 latéraux. Après, on en a un dans le 3e ventricule et un dans le 4e ventricule qui est une barrière en fait entre le sang et le liquide cérébrospinal et qui peuvent jouer un rôle très important au niveau du transport des oméga 3 directement dans le liquide céphalorachidien. Ici, on a appris comment disséquer. Donc, je vous montre, ça, c'est des plexus choroïdes latéraux. Donc, vous voyez comment c'est translucide. On voit même les lignes du pétri en dessous, là. Donc, c'est par rapport à l'hippocampe d'une souris. Donc, c'est un tissu qui est très petit, qui fait à peu près 3-4 mm de long et qui est une monocouche de cellules endothéliales dans ce tissu-là. Et on peut faire toutes sortes d'analyses, entre autres de la lipidomique, sur ce tissu-là grâce aux nouveaux outils omiques qu'on possède dans mon laboratoire. Et évidemment, le plexus choroïde, c'est pas juste une barrière, donc c'est une barrière qui va être modifiée pendant le vieillissement au niveau de sa structure et son étanchéité, mais c'est aussi le principal producteur du liquide cérébrospinal.
Et pendant le vieillissement, ce qu'on sait, c'est que il va y avoir une diminution de la production du liquide cérébrospinal, donc 45% de diminution du volume, mais aussi son taux de renouvellement. Donc, quand on est jeune, c'est 3 à 4 fois par jour le renouvellement du liquide cérébrospinal, tandis que dans un cerveau plus âgé, c'est seulement 1 à 2 fois. Donc, tout ça va faire en sorte qu'il peut y avoir de l'accumulation de déchets dans le liquide cérébrospinal qui va pouvoir, par exemple, accentuer ou initier certaines pathologies, comme par exemple l'accumulation des plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau de Alzheimer. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que les plexus choroïdes vont sécréter des protéines neurotrophiques. Ces protéines-là, dans le fond, vont être en contact avec des cellules souches dans notre cerveau pour la différenciation des nouveaux neurones. Et ça va permettre, entre autres, de pouvoir peut-être générer des nouveaux neurones. Et on sait que même lors du vieillissement, on est capable de générer des nouveaux neurones dans le cerveau. Il faut juste mettre les bonnes conditions. Et il y a aussi via ce tissu-là, on peut avoir l'infiltration de différentes cellules immunitaires qui peuvent s'infiltrer pour rejoindre le système nerveux central et induire, par exemple, de l'inflammation ou augmenter les niveaux de cytokines pro-inflammatoires. C'est un tissu aussi qui va aider à relarguer ou à enlever les différents déchets. Donc, on est vraiment très intéressé, surtout à voir comment ce tissu-là est modulable au niveau de sa composition en lipides. On a commencé à faire des études là-dessus et il semble être beaucoup plus modulable que le cortex, donc le cerveau en tant que tel, au niveau du profil en acide gras. Donc, c'est très excitant de pouvoir embarquer dans cette nouvelle thématique-là. Finalement, donc on teste ça chez la souris, mais on teste aussi chez l'humain. Donc, à l'heure actuelle, on est en train de tester justement est-ce que l'huile de krill serait meilleure que l'huile de poisson chez l'humain. Donc, on fait une étude contrôlée randomisée. En fait, là, on n'a pas vraiment de contrôlé parce que c'est l'huile de poisson qui est un contrôle. On n'a pas de test cognitif, mais ce qu'on veut vraiment regarder ici, c'est le métabolisme des lipides en fonction des porteurs de la l'ApoE3 et de la l'ApoE4, qui est un facteur génétique qui va modifier le métabolisme des oméga-3 et comment toutes les oméga-3 sont impactés dans les lipoprotéines. Est-ce que si on le donne sous forme d'huile de krill, est-ce qu'il va y avoir une plus grande concentration d'oméga-3 qui vont rester sous forme phospholipides, qui vont pouvoir traverser au niveau de la barrière hémato-encéphalique? Donc, évidemment, on ne va pas regarder le transfert vers la barrière hémato-encéphalique chez l'humain, mais si on voit qu'il y a une supplémentation qui semble être supérieure, après, on va pouvoir le tester au niveau de la cognition avec le bon design expérimental et la bonne population à l'étude. Alors, est-ce que les oméga-3 sont bons pour la mémoire? Je reviens à ma question du départ. Ben, il y a beaucoup d'évidences de recherche fondamentale que je vous ai pas parlé aujourd'hui au niveau cellulaire, au niveau préclinique. Il y a beaucoup d'études chez l'animal qui démontrent quand même un lien très fort entre la consommation des oméga-3 et la prévention du déclin cognitif. On a beaucoup d'évidences physiologiques et structurelles aussi parce que le cerveau contient beaucoup d'oméga-3. Il y a des implications des lipides dans les processus cognitifs, la neurotransmission, etc. Les évidences épidémiologiques sont quand même assez fortes sur le lien entre la consommation de poissons et la cognition globale ou la diminution du risque de développer un déclin cognitif. Et maintenant, je pense qu'on est rendu à solidifier peut-être les évidences au niveau causal avec des meilleures études, des meilleurs designs qui doivent être basés vraiment sur la recherche un peu plus fondamentale de métabolisme chez l'humain en sélectionnant les bonnes personnes avec les bons designs expérimentaux. Et je pense que en faisant ça, on va arriver à avoir de meilleures évidences pour la population, pour la prévention du déclin cognitif.